Bonsoir à tous. Donc la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette première table ronde de ce cycle Einstein 100 ans après, cycle sur lequel nous avons travaillé avec Aurélien Barraud, un conseiller scientifique. Donc cette table ronde, vous le voyez dans la plaquette, ce cycle se décline en 3 tables rondes autour de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Théorie qui a été, mais nos invités le reprendront, donc théorie qui a été théorisée, vous m'excuserez, c'est l'émotion. Il y a 100 ans maintenant et qui revient dans l'actualité puisque des ondes gravitationnelles ont été mesurées et le papier a été publié en février de cette année. Donc ce soir, nous recevons Laurent Sacco, qui nous fait le plaisir de modérer cette table, journaliste à Futura Science, et comme intervenant, que Laurent vous représentera plus en avant, Richard Taillet et Jean Eisenstedt. Donc maintenant, je vais passer la parole à Laurent, qui vous présentera le déroulé de la table ronde et les moments prévus de débat avec le public. Je vous invite dès maintenant à penser à revenir à la bibliothèque, puisque nous avons préparé une table de valorisation avec bien entendu les ouvrages des invités de ce soir, mais aussi d'autres ouvrages, et à consulter notre site web où des collègues ont monté tout un dossier pour vous présenter la théorie de la relativité générale, voilà, de façon simple et avec des vidéos. Merci à tous, à plus tard. Alors oui, bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors, on va essayer de vous parler de la relativité générale et puis aussi la détection des ondes gravitationnelles. Alors, il y a à peu près un siècle, effectivement, une des plus grandes aventures intellectuelles qu'a entrepris la science, je pense, est arrivée à terme. Et Albert Einstein a mis un point final à sa théorie que beaucoup, je crois, de scientifiques considèrent comme son chef-d'œuvre, la théorie de la relativité générale. Donc, on a fêté le centenaire puisqu'il a fait ça à fin de l'année 1915, donc on a fêté ça l'année dernière. Et la chance ou le hasard a voulu que l'une des prédictions les plus extraordinaires de la théorie d'Einstein, qui est celle de l'existence d'ondes gravitationnelles, s'est trouvée vérifiée avec une expérience qu'on appelle LIGO. Alors, toute cette grande histoire et toute la théorie de la relativité générale, nous avons 2 invités qui sont ici pour vous la présenter. Donc, il y a à ma droite Richard Taillet, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Savoie. Il est aussi membre du laboratoire de physique théorique d'Annecy. Et Richard travaille sur la matière noire et les rayons cosmiques. Il est aussi très soucieux de l'enseignement et de la vulgarisation scientifique. Il a un très grand succès sur Internet avec des cours de physique qu'il a mis sur YouTube, qui sont vraiment excellents, je vous les recommande. Et notamment, il parle de la relativité générale qu'il a enseigné à l'École normale supérieure de Lyon. Nous avons aussi Jean Eisenstedt, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et qui, lui, s'est occupé de l'histoire de la théorie de la relativité générale. Il est aussi physicien et il va donc nous parler un peu de l'histoire de la théorie de la relativité générale et des ondes gravitationnelles. Je crois que c'est important parce qu'il y avait un grand philosophe français du XIXe siècle qui s'appelait Auguste Comte qui a dit, grosso modo, la chose suivante: on ne comprend pas vraiment une science tant qu'on n'en sait pas l'histoire. Et je crois que c'est assez vrai, donc c'est important que nous ayons l'éclairage de Jean Eisenstedt et qui va compléter donc ce dont va nous parler Richard Taillet. Alors, pendant 1h30, donc, on va parler donc des ondes gravitationnelles, de la relativité générale, et puis il y aura une série de questions après. Mais on aura aussi quelques questions que vous pourrez poser pendant cette 1h30. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Richard, qui va commencer par vous présenter quelques-unes des idées centrales de la théorie de la relativité générale. Alors, bonjour tout le monde. Alors ça va être un petit peu abrupt, je vous préviens, parce que vous êtes là, vous avez vu le titre, les ondes gravitationnelles, et là, paf, vous allez vous taper un cours de relativité générale. Alors ça va pas être tout à fait ça, mais juste patienter un tout petit peu, on va parler vraiment d'ondes gravitationnelles dans pas longtemps, mais on a vraiment besoin, avant ça, à la fois moi et Jean, de vous parler de la théorie de la relativité générale, qui est, on a vraiment besoin de ça pour comprendre ce que c'est qu'une onde gravitationnelle. Donc, partez pas tout de suite, vous êtes venus pour le bon truc, mais il va falloir patienter un petit peu. Donc, je vais, pendant quelques minutes, vous exposer une vision un petit peu générale de ce qu'est la relativité générale, en des termes le moins techniques possible. Et en fait, c'est juste une idée que je voudrais faire passer. L'idée, c'est la suivante. Quand on essaye de décrire la gravitation, vous savez tous ce que c'est. Alors, j'ai amené un stylo exprès. Regardez, hop, il tombe et je le rattrape. Ça, j'ai répété super longtemps. On lâche quelque chose, il tombe. D'accord ? On décrivait ça, avant Einstein, on va dire, par le fait que la Terre
attire le stylo et donc exerce une force sur le stylo qui le fait tomber vers le bas. Ça, c'est une vision, j'allais dire, qui est naturelle, j'en sais rien, ça dépend des gens. Moi, je trouve ça c'est naturel, mais bon, voilà. L'objet est attiré vers le bas. La relativité générale, c'est une théorie de la gravitation qui décrit les choses de manière complètement différente. Si le stylo tombe, ce n'est pas parce qu'il y a une force qui s'exerce sur lui, c'est pour une autre raison, et c'est cette raison que je vais essayer de vous expliquer. Pour ça, il y a un premier mot qu'il faut que j'emploie, c'est le mot espace-temps. On sait depuis le début du XXe siècle qu'il est extrêmement pertinent de décrire l'espace et le temps comme des quantités qui sont par un certain côté qui jouent un rôle très similaire. Ça, c'est la théorie de la relativité restreinte de Albert Einstein qui nous dit ça. Quand on veut décrire le monde dans lequel on nous entoure, le monde qui nous entoure, on a intérêt à traiter le temps un petit peu comme une coordonnée spatiale, avec des propriétés qui lui sont propres, mais qui a certaines autres propriétés qui les rapprochent des propriétés spatiales. Bon, tout ça pour vous dire que on décrit le monde dans lequel on vit dans un espace-temps à 4 dimensions. 4 dimensions parce qu'on a 3 dimensions d'espace. La pièce dans laquelle on se trouve ici a 3 dimensions d'espace. En gros, le haut, la droite et l'avant-l'arrière. Voilà, on a 3 directions comme ça. Plus le temps qui fait une 4e dimension. Alors, à ce stade, vous pouvez vous dire, bah là, j'arrive pas du tout à me représenter votre espace à 4 dimensions. Là, c'est mort. Bah, vous inquiétez pas, personne n'y arrive. Il ne s'agit pas de se le représenter. Il s'agit de le décrire formellement, de le décrire mathématiquement, et quand les physiciens le font, ils arrivent à décrire la nature de manière beaucoup plus satisfaisante qu'en ne le faisant pas. Mais encore une fois, n'allez pas penser que c'est un handicap de ne pas se le représenter. Moi, j'ai pas de collègue qui travaille sur ça, qui peut se représenter un espace-temps à 4 dimensions, ou en tout cas à en parler de manière simple. Bon. Cet espace-temps à 4 dimensions, celui qui est introduit par la relativité restreinte, Einstein a l'idée, donc ça Jean nous en parlera beaucoup, mais a l'idée d'en faire quelque chose qui peut être éventuellement courbé, qui peut être éventuellement élastique. Et quand on a cette idée-là et qu'on l'applique effectivement, on s'aperçoit qu'on peut décrire la gravitation comme une courbure de l'espace-temps. Je vais vous montrer quelques schémas pour illustrer ça. Et je vais commencer par ça. Et pas du tout par ça. C'est par ça que je veux commencer. Voilà. Je vais le mettre en plein écran. Alors, vous avez un pingouin. Alors, le pingouin, c'est parce qu'il est au pôle Nord. La sphère qui est ici, c'est pas mal de se l'imaginer comme étant la Terre, mais ça peut être n'importe quelle sphère. Je vais essayer de vous décrire ce qu'on appelle la courbure d'une sphère. Alors voilà, vous dites peut-être, mais on sait très bien ce que c'est une courbure, c'est un truc qui est courbé, etc. Ok, vous savez peut-être, mais je vais vous le redire autrement, et vous allez voir que la manière dont je le présente ici a quelques avantages. Vous êtes un pingouin. Comment insulter son auditoire au bout de 3 minutes? Vous êtes un pingouin et vous êtes au pôle Nord, et vous dites, tiens, je vais tracer un cercle sur la planète sur laquelle je suis. Vous ne savez pas forcément qu'elle est courbée, ronde ou je ne sais pas quoi, vous êtes sur votre planète, et vous dites, je vais tracer un cercle d'un certain rayon, et je vais mesurer la longueur de ce cercle. D'un certain rayon, ça veut dire que votre pingouin, il avance d'une certaine distance sur ses petites pattes. Il fait ici, par exemple, 10 000 km, paf. Et ensuite, il fait un demi-tour de 90 degrés sur le côté et il avance tout droit. Et il décrit un cercle, le cercle jaune qui est ici. Si vous avez été attentif quand vous avez appris les maths, vous vous rappelez certainement qu'il y a une relation entre la longueur du cercle jaune qui est ici et son rayon. Vous vous rappelez certainement que la circonférence, c'est 2π fois le rayon du cercle. Ça vous dit quelque chose, ça? Eh bien, c'est faux. Le piège. Ça, c'est vrai quand on est sur un plan. C'est la géométrie plane, celle qu'on fait au tableau, à la craie. Quand on est sur une sphère, c'est plus vrai. Et le rayon du cercle qui est ici est en fait la circonférence du cercle est plus petite que 2π fois son rayon. En fait, c'est ça. Pour les mathématiciens, ou en tout cas pour les mathématiciens les physiciens qui s'intéressent aux mathématiques qui vont être utiles dans la suite, c'est ça qui caractérise une surface courbe. Une surface est courbe quand les distances qu'on y mesure ont des relations bizarres dans le sens que, par exemple, la circonférence d'un cercle n'est pas égale à 2π fois le rayon, mais peut être plus petite ou plus grande pour certaines autres surfaces que celle-ci. Ça, c'est la courbure. C'est ça qu'on appelle la courbure ici d'une sphère. Alors,
on vous parle, on montre souvent un dessin comme ça, on fait un raccourci ensuite quand on raconte l'histoire que je suis en train de vous raconter en disant bah voilà, l'espace-temps c'est un truc, c'est une surface, la courbure sur cet espace-temps, ça va être ça qui va décrire la gravitation, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, et on vous montre ce dessin-là. C'est pas une sphère, mais on vous dit, ben voilà, quand il y a une masse, on a en quelque sorte un tissu de l'espace-temps qui est à peu près plat ou qui est plat, et puis quand on met une masse, eh ben ça crée l'espèce d'entonnoir qui est ici. Alors, avant même de vous dire pourquoi c'est pertinent, quel est le lien entre gravitation et courbure, je veux quand même insister sur le fait que ça, c'est complètement débile. Mais vraiment, alors pour plusieurs raisons, ce qu'on vous montre ici, alors la figure qui est ici, elle a effectivement une signification. On peut lui en trouver une qui est correcte. Mais dans ce cas, ce qui est représenté ici, c'est pas l'espace-temps du tout. C'est l'espace. Et encore, c'est une partie de l'espace. Donc si on veut décrire une partie de l'espace en relativité générale, on tombe effectivement sur quelque chose qui est ici. Mais il ne faut surtout pas imaginer que la relativité générale, ça nous dit, bah voilà, on met une masse au milieu de ce drap, ça tend le drap, et du coup, une bille qu'on pose sur le côté, elle se met à tomber dans le creux. C'est pas du tout ça. On mettrait la figure dans l'autre sens avec l'entonnoir vers le haut, ça décrirait de la même façon une attraction vers le centre de l'entonnoir. Ça, je tenais à le dire parce que pour faire de la pub pour Silog en fait. Mais bon, ça c'est un autre. Sur le blog qui est là-haut, c'est décrit précisément. Je le mets aussi pour si vous avez des questions après, ça pourrait être un support peut-être intéressant pour les questions. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, tenter de vous expliquer pourquoi cette courbure, effectivement, peut s'interpréter comme la gravitation. Est-ce que j'arrive à parler en attendant que mon clic fasse quelque chose? Ouais. Vous voyez ce que je fais? Ah oui, tout ce que je fais en plus. J'ai essayé d'être hyper discret, genre le gars qui gère, mais pas du tout. Et pourquoi non? Ouvrir avec. Alors quand ça marche pas, il faut parler en même temps qu'on fait les trucs. Non, mais il veut pas. Ok, je vais l'ouvrir avec autre chose. Là, il y a un technicien qui est en train de paniquer là-bas. Mince, ça marche pas. Ok, on va essayer comme ça. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est une petite animation que j'ai fait avec mes petites mains. Alors, j'ai pas pu me modéliser les pingouins, donc il faudra les imaginer, mais essentiellement, vous allez avoir deux pingouins qui vont marcher, ils vont partir du même point, ils vont partir dans des directions légèrement différentes, à la même vitesse, et ils vont marcher le long de leur planète. Donc les traits bleus que vous allez voir ici, ce sont des pingouins en train de marcher. Et ils marchent tout droit. Ils suivent leurs petites pattes, ils vont ni à droite ni à gauche, ils vont vraiment tout droit dans la direction initiale. Voilà. On les voit avancer. Ils vont tout droit, donc forcément ils s'écartent les uns des autres. Sauf que si on attend suffisamment longtemps, on voit que tout en marchant toujours tout droit, ils finissent par se rapprocher les uns les autres. Et ils finissent même, dans le cas de la figure qui est ici, de la situation qui est là, à se rencontrer. Salut, salut. Là, les deux pingouins, ils ont vraiment marché tout droit, tous les deux. Ils sont partis dans des directions différentes et ils ont fini par se rejoindre l'un l'autre. S'ils devaient raconter l'histoire de ce qui est arrivé, les deux pingouins racontent la même histoire. Il y en a qui dit je suis allé par là-bas, j'ai vu l'autre partir dans cette direction-là, puis d'un coup, paf, il m'est arrivé dessus. Le deuxième pingouin dit la même chose. S'ils veulent raconter une histoire commune, ils se diront on s'est attirés l'un vers l'autre en fait. On a essayé de marcher tout droit, mais on a été attirés l'un par l'autre, et du coup, même si on était partis avec des directions différentes, on a fini par se re-rencontrer. La relativité générale, c'est vraiment comme ça que ça décrit l'attraction gravitationnelle. En fait, il n'y a pas d'attraction. Vous avez des corps qui se déplacent sur ce qui ressemble plus à des lignes droites sur des surfaces qui sont courbées. Et ces lignes droites sur des espaces courbés, c'est exactement ce qui est ici. Parfois, ça finit par rapprocher les trajectoires. Donc c'est la gravitation, le fait que les corps finissent par s'attirer l'un l'autre, ce n'est pas une force, d'après la relativité générale, c'est une propriété de l'espace-temps sous-jacent qui est courbe. D'accord ? Et pour en terminer avec cette histoire-là, qu'est-ce qui fait que l'espace-temps est courbé ? C'est précisément la présence de masse. Quand vous avez une masse quelque part, ça courbe l'espace-temps. Et donc, ça dit aux lignes droites qu'elles doivent faire des trajectoires bizarres et éventuellement se re-rencontrer. Voilà. Donc, je ne vais pas être tellement plus long que ça. Vous êtes probablement très frustrés par cette description un peu imagée, mais tant mieux. Comme ça, vous aurez des questions. Et je vais laisser la place à Jean pour les aspects historiques de ça. Je me souviens que pendant ma lune de miel, en 1913, j'avais mis dans mes bagages quelques tirés à part des articles d'Einstein qui, aux grandes dames de mon épouse, ont absorbé mon attention pendant des heures.
Ces papiers me semblaient fascinants, mais difficiles et presque effrayants. Lorsque j'ai rencontré... Ah, pardon. Décidément. Lorsque j'ai rencontré Einstein à Berlin en 1915, la théorie... Ah, c'est là. La théorie a été très perfectionnée et couronnée par l'explication de l'anomalie du périhélie de mercure découverte par Le Verrier. Je l'ai comprise non seulement grâce aux publications, mais aussi grâce à de nombreuses discussions avec Einstein. Ce qui eut pour effet que je décidai de ne jamais entreprendre aucun travail dans ce champ. Les fondations de la relativité générale m'apparaissaient alors et encore aujourd'hui comme le plus grand exploit de la pensée humaine quant à la nature, la plus stupéfiante association de pénétration philosophique, d'intuition physique et d'habileté mathématique. Mais ces liens à l'expérience étaient ténus. Cela me séduisait comme une grande œuvre d'art que l'on doit apprécier et admirer à distance. Bien, vous avez compris que ce n'était pas moi, c'est Max Born, qui était un très grand ami, le meilleur ami d'Einstein, qui venait de disparaître en 1955 quand Born, à Berne, participait à la première conférence sur la relativité, et Einstein venait de mourir. C'est donc pas quelque chose d'agressif qu'il faut voir là-dedans, mais sa vraie pensée, c'était quelqu'un de parfaitement honnête, et il résume très bien ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est-à-dire pourquoi on ne comprend pas. Je crois qu'on peut préciser aussi que Max Born était l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Il a eu le prix Nobel, donc c'était quelqu'un qui, a priori, était particulièrement bien placé pour comprendre la théorie de la relativité générale, mais même quelqu'un comme lui avait des difficultés et était très impressionné par la théorie. Oui, mais enfin bon, on peut encore dire d'autres choses, c'est que les quanticiens étaient très peu intéressés par la relativité générale jusqu'à aujourd'hui. Bien. La relativité générale aujourd'hui. Ben aujourd'hui, tout à fait autrement, ça marche, n'est-ce pas? Au-delà des années 60, émerge un nouveau champ, l'astrophysique relativiste. La relativité générale, qui jusqu'alors n'avait eu pour champ que le champ newtonien, c'est-à-dire les planètes, le Soleil, avec des tests, j'insisterai là-dessus, extrêmement faibles, ce sont des champs gravitationnels forts. Et c'est en 1963, je ne sais plus où, bon, mais qu'importe, en 1963 à Dallas, voilà, qu'une conférence réunissant des relativistes et des astrophysiciens va, comment dirais-je, faire une révolution qui est la révolution de l'astrophysique relativiste, et ça sera la découverte des quasars, plus tard des trous noirs, bref, des objets qui sont extrêmement massifs et qui vont permettre de mettre en valeur les qualités et l'intérêt de la relativité générale. « 1912, Planck vient voir Einstein à Prague, justement, où il lui propose de travailler à Berlin. Et Einstein, en effet, sera à Berlin à partir des années 15. Et il lui dit... Tout est désormais si bien en place. La relativité est restreinte. La relativité restreinte, il n'y a pas de gravitation, n'est-ce pas? Et c'est juste la théorie qui remplace celle de Galilée, l'addition des vitesses, et dans laquelle il y a la vitesse de la lumière. Et c'est ça qui change tout. La vitesse de la lumière, n'est-ce pas? Ça va être le cône, je vais en parler tout à l'heure. Je préfère vous mettre en garde en tant que vieil ami expérimenté. Pour commencer, vous n'y arriverez pas, n'est-ce pas? Et même si vous y arrivez, personne ne vous croira. Bon, vous voyez, on en était. Einstein avait une tête de cochon, et donc il a continué à travailler pendant des années, jusqu'en 1915, où la théorie a fini par se développer et que les équations de champ sont arrivées à terme et à expliquer, j'en parlerai plus tard, le périhélie de mercure. Alors ça, c'est l'histoire de la relativité générale pendant 50 ans. Depuis 1915, en fait ça commence en 1907 pour être précis, mais enfin c'est en 1915 que les équations de champ arrivent. Et comme vous voyez, ça ce sont des publications en pourcentage des publications en physique, 2,5%, hein, d'après Physical Abstract. Et vous voyez une courbe qui montre à quel point la relativité générale a eu du mal à vivre pendant toute cette période. Puisque en 1919, j'en parlerai, ce sera la gloire d'Einstein, la déviation de la lumière, et une
de la vérification qui se fera au Brésil en particulier. Et puis ensuite, vous voyez la dégringolade de l'intérêt des gens, comme Born l'avait prévu. Et ça va durer jusqu'aux années 50, 60, 70. En fait, la relativité générale, pendant toute cette période, va vivre une crise extrêmement pénible qui va finalement se délier dans les années 60, 70, sinon même 80. D'une certaine manière, la relativité générale telle que on vient de vous l'expliquer, n'existe qu'à partir vraiment, c'est-à-dire où on a vraiment vu la courbure, ce qu'on appelle la topologie, c'est-à-dire une structure qui n'est plus une structure plane, n'est-ce pas? C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas dessiner sur une feuille de papier ce qui se passe. Et donc on ne peut pas l'imaginer. Et en fait, les gens jusqu'alors avaient une vision encore newtonienne, je dirais néo-newtonienne, de la relativité générale. Et c'était pas son essence. Son essence, ce sera simplement, à partir des années 60, 70, 80, enfin aujourd'hui, une vision vraiment riemannienne, c'est-à-dire avec une géométrie complètement différente qu'on vient de vous exposer rapidement. Et ça, c'était pas une chose très simple à penser. Alors la solitude, la grande solitude des relativistes à cette époque, n'est-ce pas? Peter Bergman, que j'ai d'ailleurs connu, qui était un élève d'Einstein, vous voyez, vous n'avez qu'à savoir ce que faisaient vos 6 meilleurs amis, et vous saviez tout ce qui se passait en relativité générale. Il exagère un peu, mais c'est à peu près ça. Alors, comment se construit la théorie? Bon, c'est d'abord une théorie relativiste de la gravitation, c'est-à-dire que on a la relativité restreinte avant, c'est-à-dire l'importance de C, on n'est plus dans Galilée, on n'est plus dans Newton, on n'ajoute plus les vitesses, que ce soit les vitesses matérielles ou les vitesses de la lumière, de la même manière. Le problème, c'est que la vitesse de la lumière est limitée, elle est toujours égale à C dans le vide. Et ça, c'est incompatible avec Galilée. N'est-ce pas? Parce que quand on ajoute, on met un faisceau sur un train ou sur une fusée, c'est toujours C. N'est-ce pas? Et ça marche pas lorsqu'on ajoute les vitesses. C plus V égale C. Et ça, c'est la théorie, ce sont les équations de Lorentz, c'est-à-dire que ça change absolument tout. Ce qui change tout, c'est justement C. Que C est une importance dans la structure de l'espace. Bon. Alors, il y a d'autres principes sur lesquels Einstein s'appuie. C'est un homme de principe, le principe de Mach. Ça veut dire que il n'y a finalement de gravitation, de champ de gravitation, que s'il y a des masses, et l'espace vide n'existe pas d'une certaine manière pour lui. Et même un espace avec une seule masse n'a pas de sens. C'est ça qu'il aurait voulu. En fait, le principe de Mach n'est pas contenu, maintenant c'est ce que pensent les relativistes, dans la relativité générale. Il n'est pas arrivé à bout, et il a dû changer son fusil d'épaule. Alors le principe d'équivalence, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est que tous les corps tombent de la même manière. Et ça, c'est non seulement l'expérience de Pise, de Galilée, que vous connaissez, sans doute, on vous en a fait l'expérience tout à l'heure, dans le vide, tout tombe de la même manière. Mais tout tombe de la même manière, absolument, tous les matériaux, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et au lieu d'être une conséquence de la théorie, c'est un principe pour Einstein. C'est-à-dire que si le principe d'équivalence se casse la figure, tout est fichu. Donc, il tient à ça, et ça va être le pilier essentiel de la théorie. Bon, il y a le principe de covariance, mais ça c'est juste un détail, c'est la manière, c'est une machine qui permet de passer d'un système de coordonnées à l'autre. Parce qu'un des problèmes de la relativité générale, contrairement à Newton, on vous parlait tout à l'heure de 3 dimensions et du temps. Pour Newton, il y a un temps absolu, c'est le temps à l'infini, le bon Dieu tient sa pendule, et puis il y a une distance, une 3 distances, c'est-à-dire la longueur d'une règle. Il n'y a plus ça n'existe plus en relativité générale. Vous n'avez plus une longueur de règle, ça n'a pas de sens. La seule chose qu'on ait, finalement, c'est le temps propre, c'est-à-dire le temps que votre montre indique et qui est le vôtre. Chacun a son temps. Et le problème de la relativité générale, c'est justement de faire la carte de l'ensemble des trajectoires possibles d'un espace particulier, c'est-à-dire toutes les trajectoires possibles de l'univers, et puis de les mettre dans un même système. Et ça, c'est comme ça qu'on construit un espace de relativité, n'est-ce pas? Mais chacun a son temps, et le problème, c'est de coordonner tout ça, et c'est pas très simple. Bon. Alors ces espoirs, bon, c'est une théorie relativiste, c'est-à-dire qui contient C, disons, pour aller vite, de la gravitation.
Et puis, il y a une chose qui est inexpliquée depuis 50 ans, ou mal expliquée, qui déçoit tout le monde, c'est que le périhélie de Mercure, c'est-à-dire un point sur l'orbite de Mercure, va avoir une avance de 43 secondes d'arc par siècle. Alors, vous savez ce que c'est qu'une seconde d'arc sur le cercle. Une minute, c'est 1 sur 360, et puis à l'intérieur de la minute, il y a encore des secondes, etc. Et ça, c'est par siècle. C'est-à-dire, c'est tout à fait ridicule. Mais ça montre... C'est un cheveu tendu à bout de bras, en gros. Voilà. Bon. Et ça montre à quel point la théorie de Newton marche bien. C'est le seul point noir de la théorie de Newton. Et donc ça montre le problème que la théorie de la relativité générale va avoir à résoudre, c'est-à-dire de se faufiler là-dedans pour faire quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1915, quand il sort ses équations de champ, il va avoir ces 43 secondes. Ça va être le seul point, j'insiste, jusqu'aux années 60, qui permettra à la relativité générale de tenir la route face à Newton. Vous pensez bien qu'un tas de gens n'avaient aucune envie de se fatiguer là-dessus, et les newtoniens ont continué à régner, et on n'avait pas besoin de la relativité générale, on ajoutait un petit terme quand on en avait besoin, et c'était tout. Bon, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a 2 autres tests, c'est les 3 tests classiques qu'Einstein pense dès 1907, c'est-à-dire bien avant que la théorie soit faite. Il a déjà cette idée. Donc le périhélie, ça lui a servi de repère. Deuxièmement, la déviation des rayons lumineux, c'est-à-dire que les rayons lumineux, contrairement à la manière dont on voit les équations de Newton, n'est pas soumise à la gravitation. Pour lui, oui, il y a une courbure. Et ça ne sera vraiment mesuré qu'en 1919. Ça sera contesté ensuite, j'y reviendrai. Et puis le décalage gravitationnel des raies, c'est-à-dire que les fréquences sont sensibles elles-mêmes à la gravitation, c'est-à-dire un atome qui va pulser, si vous voulez, s'il est près d'une masse, il pulsera d'une manière différente. Et ça, on n'est pas arrivé à le mesurer avant 1959. Et on n'avait pas de retard. On a trouvé, c'est Fraunhofer, 2 ans avant, qui a trouvé la technique qui a permis ça. Mossbauer, pardon, merci. Bon. Donc des tests très faibles, et ça, c'est le grand problème de la théorie. Bon, ça, c'est 1919, c'est l'image de l'expédition de 1919 qui s'est faite en 2 points, une fois au Brésil, et puis à Principe en Afrique. Mais c'est au Brésil que le temps était le meilleur, et en effet, on est sorti de là avec quelque chose qui semblait être tout à fait cohérent avec les théories, mais qui a été ensuite discuté longtemps. Ça tenait, mais ça tenait pas terriblement bien, en fait. Bon, ça, c'est l'expérience de Pau-Dremka, 1959. C'est le moment où, pour la première fois, on a eu une expérience qui a permis de détecter le décalage des raies sur 10 mètres à Harvard. Et ça, c'est l'expérience de Pau-Dremka qui s'est faite. Et là, ça a été un virage. Les gens ont soupiré. Voilà, vous voyez, Schild, qui est un relativiste, il a découvert la Lune. Voici les jours excitants de la théorie de la gravitation d'Einstein, sa théorie générale, est passée du royaume des mathématiques à celui de la physique. On croirait la Bible, n'est-ce pas? Après 40 ans de contrôle astronomique maigrement parsemé, c'est pas très bien traduit, nouvelles expériences terrestres sont possibles et sont projetées. En fait, il y en aura fort peu. Très difficile. Alors, quelles sont les difficultés de la relativité générale? Parce que c'est ça le point fondamental.